Mais c'est timide, c'est comment? Jean-Louis Bion a animé une conférence débat ce samedi 21 septembre 2024 à Cocody, en Grèce 7e tranche. Le thème de cette activité organisée par l'ONG Jeunes Entrepreneurs Ivoiriens, en abrégé JEI, était le développement économique de la Côte d'Ivoire par la jeunesse ivoirienne, enjeux et perspectives. Aujourd'hui, nous avons réuni 4 thèmes sur lesquels nous avons échangé. Donc, je vais vous présenter un peu le cadre pour que... Voilà, donc, comme premier thème, nous aurons l'entrepreneuriat des jeunes, levier de croissance. Deuxième thème, formation et emploi des jeunes dans un monde en pleine mutation. Troisième thème, technologie et innovation, moteur de changement économique. Et en dernier lieu, nous aurons leadership et engagement civique des jeunes. Pendant plus de 2 heures, l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie a développé le sujet en 4 axes majeurs dans un objectif de stimuler la décision de la prise de responsabilité dans la création des richesses à son auditoire composé en majeure partie de la jeunesse. Il n'a pas manqué de présenter les faiblesses de notre économie qu'il a mis à l'actif de la mauvaise gestion. L'équipe de Canal Ivoire vous présente cette conférence en édition spéciale. Restez jusqu'à la fin. Jean-Louis Bion. Et aujourd'hui, nous avons réuni 4 thèmes sur lesquels nous avons échangé. Donc, je vais vous présenter un peu le cadre pour que... Voilà, donc, comme premier thème, nous aurons l'entrepreneuriat des jeunes, levier de croissance. Deuxième thème, formation et emploi des jeunes dans un monde en pleine mutation. Troisième thème, technologie et innovation, moteur de changement économique. Et en dernier lieu, nous aurons leadership et engagement civique des jeunes. Donc, après, notamment, chaque thème, nous donnerons la possibilité aux différents journalistes, aux populations ici présentes, de pouvoir poser au moins 3 ou 4 questions. Et ensuite, on progressera jusqu'à la fin. Alors, donc, merci encore pour votre présence. Et, alors, nous allons démarrer avec le premier thème, qui est l'entrepreneuriat des jeunes, levier de croissance. Donc, la question que j'ai bien envie de vous poser, comment la Côte d'Ivoire peut-elle encourager davantage l'entrepreneuriat des jeunes pour stimuler l'économie? Mais bien avant, je vous laisse l'occasion de saluer les personnes qui sont là et prendre le pouls de l'ambiance. Merci. Monsieur le Président des jeunes entrepreneurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence. Je vois que la salle est pleine ce matin et c'est moi qui suis tout honoré. Je suis content de pouvoir discuter avec vous de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, du monde économique en général en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes et vous serez amenés à être le principal moteur de développement en Côte d'Ivoire. La puissance économique, avant tout, est ce qui amène la puissance politique. Chaque fois que je me suis trouvé devant un leader politique en Côte d'Ivoire et ailleurs, je leur ai toujours dit, vous n'aurez les moyens de votre politique que si vous rendez le pays économiquement fort. Et pour rendre le pays économiquement fort, il faut que vos nationaux, que les Ivoiriens, que les entrepreneurs soient eux-mêmes forts. Sinon, on restera à la merci du reste du monde. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un fort potentiel. La Côte d'Ivoire est un pays entreprenant. Mais personnellement, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment pour l'entreprise, pour le monde économique.
et surtout pour nos propres nationaux, afin de développer. En Côte d'Ivoire, on aime dire des champions nationaux, mais pas que des champions nationaux. Les champions, les moins bons, la classe moyenne, la classe bourgeoise, mais il faut cette classe d'entrepreneurs qui puisse être le moteur et tirer le reste de la population vers le haut. Il faudrait qu'on ait en Côte d'Ivoire plus de population aisée que de population pauvre. C'est comme ça que l'on développe un pays. Quand on regarde les pays développés, ils ont un pouvoir d'achat fort. Pourquoi? Parce que la majorité arrive à subvenir à l'essentiel de ses besoins. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons encore un pouvoir d'achat trop faible, nous avons encore beaucoup de chômage, et quand on donne les chiffres du chômage en Côte d'Ivoire, il y en a qui vous disent oui, le chômage n'est pas très élevé, on est entre 2 et 5%, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on part regarder la définition du Bureau international du travail qui dit que tous ceux qui ont une activité ne sont pas des chômeurs. Et je suis désolé, une personne qui vend des sachets d'eau au feu rouge, elle va survivre dans la débrouillardise. Ce n'est pas un emploi que la personne dit qu'elle a. Donc, on est plus proche de entre 20 et 30% de chômeurs que de entre 2 et 5% de chômeurs. Et la réponse à ça, essentiellement, c'est l'entrepreneuriat. Quand on dit entrepreneuriat, ne pensez pas qu'il s'agit uniquement d'une entreprise de construction, d'une usine et tout ça, non. Depuis le petit artisan qui a son atelier, qui fabrique, ou bien qui peut être un service, qui est seul, ou bien qui a quelques salariés, c'est une entreprise. Mais la grande majorité de la population doit être en entreprise. On est un pays où on finit les études, où on va d'abord chercher du travail vis-à-vis de l'administration. L'administration, c'est le secteur le plus petit dans un pays. Il y a quoi 5 et quelques mille fonctionnaires, et après, les services associés, ça fait à peu près 200 000 personnes. Et le reste, on a une population très jeune en Côte d'Ivoire, où vous avez 70% de la population qui a moins de 20 ans, peut-être même plus que ça. Et si on ne répond pas aux attentes de la population, il faut savoir qu'on doit créer dans cette sous-région à peu près 150 millions d'emplois dans les 5 ans à venir. Si on ne les crée pas, on fragilise nos pays, on fragilise nos économies, les institutions ne pourront pas tenir, et on va voir plein de jeunes chercher l'aventure ailleurs. Donc le grand défi, c'est comment faire en sorte que l'entreprise marche et que vos entreprises puissent être durables. Pas seulement une entreprise qui naît, parce que vous créez votre entreprise, il faut savoir que les 3 premières années sont les plus difficiles. Le taux de mortalité, c'est la première année le plus important, et les 3 premières années. Après, si vous tenez ces 3 premières années-là, vous pouvez vous battre pour continuer. Et pour ceux d'entre vous qui êtes des entrepreneurs, pour ceux d'entre vous qui aspirent à l'entreprise, vous savez combien c'est difficile de tenir une entreprise. Tous les mois, vous avez le souci de faire les salaires. Chaque année, vous faites votre bilan pour savoir si vous avez gagné ou bien vous avez perdu. Et si on n'a pas été en entreprise, on ne peut pas comprendre ça. À la différence de beaucoup, j'ai eu la chance, entre guillemets, on dit, il a été bien né. Oui, mes parents étaient déjà en entreprise et en grand-père. Donc, nous avons hérité d'une entreprise. Hériter, c'est une chose. Maintenir l'héritage et le développer, c'en est une autre. Je peux vous dire qu'on est passé, on a frôlé des catastrophes à chaque fois. On se remet en cause à chaque fois. C'est extrêmement difficile. Et aucun de nous n'a été formé pour gérer une entreprise pendant la crise ivoirienne. Quand le pays était coupé en deux et que vous avez vos entreprises, vos usines occupées
par des rebelles, pillé par des rebelles, des personnes blessées, et que vous devez vous rendre là-bas quand même et revenir nuitamment pour sauver des gens, pour préserver l'entreprise, croyez-moi, c'est pas facile. Et quand vous aviez une usine à Ferqué qui a disparu de la carte de la Côte d'Ivoire, complètement rasée, pour faire des casseroles, avec les cuivres en inox et tout ça, ils ont tout rasé. Il n'y a pas d'assurance pour vous en période de conflit. Et vous devez vous reconstruire. C'est une vraie bataille. D'où mes prises de position en tant que président de la Chambre de commerce, et que je continue de dire il faut défendre l'environnement des affaires, faire en sorte qu'il soit le plus favorable possible. Mais je vais plus loin. Je dis il faut qu'il soit le plus favorable pour les nationaux. On ne peut pas entièrement faire reposer notre développement sur l'investissement direct étranger. Il faut que dans les pans économiques de la Côte d'Ivoire, les premiers soient les Ivoiriens. Dans tous les pays du monde, c'est ainsi. Quand je travaille aux États-Unis, dans tous les secteurs d'activité, les premiers étaient les Américains. Vous pouvez avoir des Français qui viennent investir, des Anglais, des Allemands, tout ça. Mais ils sont dans la masse. Les premiers restent les Américains. J'étais dans une usine de chocolat à Milwaukee, une des plus grandes usines du monde à l'époque, qui avait coûté 200 millions de dollars, mais elle était financée en leasing sur 30 ans. Imaginez-vous avoir ce genre de crédit en Côte d'Ivoire, où vous pouvez faire un investissement que vous remboursez sur 30 ans, en faisant tourner votre usine. Donc vous pourrez faire des prouesses. Nous, ici, le long terme, comme ça, nous est quasiment interdit. Et pendant longtemps, l'immobilier n'était même pas financé. Et dans l'agro-industrie dans laquelle nous sommes, dire qu'on va vous financer les plantations, c'est un rêve, c'est faux. Ce qui se fait ailleurs. Le Ghana voisin, où nous avons une entreprise, on a trouvé, en rachetant cette entreprise-là, dans les comptes, un prêt à 27 ans. Parce que le Ghana était stable. Pendant que nous, le prêt le plus long qu'on avait pendant la crise était 3 à 5 ans. Et encore, tout était le dénouement commercial. Donc, si on n'a pas cette stabilité, si nous n'avons pas l'environnement favorable, on ne peut pas développer d'affaires. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, pour vous, les entrepreneurs, pour ceux qui commencent, c'est toujours extrêmement difficile. À peine vous commencez alors que nous avons nos propres règles. On vous dit, vous ne pouvez pas être contrôlé avant 3 ans, les impôts annulent la première année. De façon irrégulière, ceux-là même qui doivent faire respecter la loi sont les premiers à venir vous dire bon. Vous dites, mais la loi dit que hier, on est venu vous dire bonjour seulement. Laissez la personne commencer, évoluer, éclore. Maintenant, dans les thèmes que nous avons, je vais vous dire, le souci principal, c'est la jeunesse. La première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. Et on ne peut pas répondre à cette préoccupation si nous ne créons pas des entreprises viables en nombre important dans les années qui viennent. La Chine est un pays aujourd'hui économiquement agressif. Mais pourquoi? Ils doivent répondre aux attentes de leur population. Il faut savoir que la Chine a ce défi de créer chaque année presque 30 millions d'emplois, c'est-à-dire la population de la Côte d'Ivoire. Chaque année, la Chine doit créer ce nombre d'emplois. Sinon, il y aura trop de chômeurs et il y aura une instabilité. Donc, nous, on doit se dire, nous devons créer un maximum d'emplois. La problématique que nous avons aujourd'hui, l'argent coûte cher, vous le savez, emprunter en Côte d'Ivoire, ça coûte cher. Les tracasseries que nous avons sont importantes. Il y a une corruption endémique dans le pays et qui est un frein à notre développement. Pour ne pas dire le principal frein de notre développement. Or, nous sommes un pays en construction.
Et les pays en construction ne doivent pas connaître les crises économiques que nous rencontrons aux États-Unis ou en Europe, parce que nous n'avons pas fini de nous construire pour plusieurs décennies. Vous n'entendez pas beaucoup parler des pays asiatiques. Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Corée. Ce sont des pays en construction. Ce sont des pays très sur croissance. Et ce sont des pays qui arrivent à réaliser des prouesses. La Côte d'Ivoire, nous avons le même climat que la Malaisie, que le Vietnam et tout ça. Mais allez-y voir ce qu'ils font. C'est exceptionnel. Il y a quelques jours, j'étais en Malaisie. Et je n'étais pas parti depuis à peu près 5 ans. Mais quand je vois qu'eux-mêmes font leur propre véhicule aujourd'hui et tout ça, et on voit le développement de ce pays qui est parti derrière nous, et aujourd'hui qui est méconnaissable, tellement ils avancent, et ils avancent vite. Mais c'est jouable en Côte d'Ivoire. Ils font la même chose que nous. De l'EVA, du panier et plein d'autres choses. Mais vous arrivez, ils ont 20 ou 100 fois plus de kilomètres d'autoroute que nous. Ils ont des trains, ils ont des compagnies aériennes, ils ont tout ça. Et c'est ça, le vrai développement. La Côte d'Ivoire est un pays qui avait bien démarré et qui est en cours de route pour des questions de corruption et de malgouvernance. Malheureusement, c'est arrêté et le défi a été de reprendre après avoir eu la crise et tout ce que vous savez. Mais souvenez-vous qu'on a été le premier pays du continent africain en entier à avoir une compagnie maritime avec 10 navires. Le premier au monde pays africain à avoir sa compagnie maritime avec des navires qui formaient d'autres marins. Et pour des questions de gouvernance, pour des questions de choix politiques, pour des questions économiques, on a sabordé notre propre compagnie maritime au profit d'autres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une bataille économique dans le monde. Et nous devons d'abord défendre nos intérêts à nous. Si on ne défend pas, nos intérêts, nous sommes perdants. Tous les pays défendent leurs intérêts. Les grandes puissances défendent leur position économique, leurs intérêts économiques et leurs acteurs économiques. Nous, trop souvent, on laisse nos propres acteurs économiques à la merci d'une concurrence impitoyable. Il faut qu'on arrive à se protéger. Il faut qu'on arrive à dire clairement que nous pratiquons la préférence nationale. Sinon, nous sommes perdants. Je peux vous dire que la CITRAM, c'était une exécution programmée pour que nous n'ayons pas de compagnie maritime. Vous le savez très bien, les billets d'avion coûtent plus cher en Afrique qu'ailleurs. Le fret maritime coûte plus cher en Afrique qu'ailleurs. Parce que l'Afrique est encore une vache à lait pour beaucoup d'acteurs économiques. Et si on ne prend pas en compte cette donne-là, nous sommes perdants. Je pourrais vous parler pendant des heures de tout ça. Mais n'hésitez pas à me poser les questions que vous voudrez. Je pratique l'économie et l'entreprise ivoirienne depuis tellement d'années et ayant dirigé la chambre de commerce pendant plus de 10 ans, je peux vous dire que j'en sais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui êtes des entrepreneurs, vous savez combien c'est difficile. Pour ceux d'entre vous qui aspirent, et je souhaite que vous embrassez l'entreprise, ça va être difficile. Mais dites-vous que nous pouvons réussir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de solidarité, de soutien de nos acteurs politiques. Parce qu'il faut véritablement cette osmose entre le monde économique et le monde politique pour que l'on puisse se développer. Mais
il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines réalités auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Déjà, quelqu'un qui a l'initiative de créer son entreprise, il est confronté au temps d'attente de son registre de commerce, c'est-à-dire auprès du CBC. Ensuite, lorsque son activité commence, on va dire qu'il est confronté aux difficultés liées aux impôts. Vous voyez, vous qui êtes, on va dire, dans le monde économique depuis bien longtemps, quel est votre, on va dire, votre point de vue sur cette question qui fatigue, on va dire, sur 100 entrepreneurs, 99? Vous parlez de l'ensemble des procédures. Exactement. Bon, ce que les Américains appellent les red tape, c'est-à-dire les rubans rouges, pour dire que c'est ça qui ralentit aussi l'entreprise. Il y a des efforts de simplification qui sont faits, mais il faut amener à plus de simplification. Vous ne pouvez pas demander, surtout qu'on est dans un environnement où vous avez beaucoup d'analphabètes. Mais un analphabète peut être un très bon entrepreneur, ça n'a rien à voir. Et si nous voulons qu'il soit formel, il faut lui faciliter la vie avec le moins de procédures possibles. Et en plus des procédures régulières, il y a un tas de procédures irrégulières qui existent dans le pays au niveau de l'administration. Il faut qu'on se dise tout ça. Mais tout ça, ça fait partie de l'amélioration de l'environnement des affaires. Et si le fonctionnaire ou celui qui a une autorité pour faciliter les choses lui-même est un agent de ralentissement, c'est contre l'entreprise, contre son économie, et au final contre son propre pays qu'il agit. Mais il ne s'en rend pas compte. Et le même entrepreneur, c'était il y a 2 jours, j'étais avec un Ivoirien qui vivait en France et qui gagne très bien sa vie là-bas, qui a une entreprise de nettoyage dans d'autres entreprises et tout ça, mais il gagne très bien sa vie et c'est remarquable. Il faut voir ici les tracasseries que les gens peuvent avoir pour la même entreprise alors qu'il y a des besoins. Donc oui, nous on se bat contre ça. C'est pas évident, mais il faut que ceux qui ont une parcelle d'autorité comprennent qu'ils peuvent faire beaucoup de bien alors qu'ils font beaucoup de mal avec ces différents comportements. Il y a la corruption visible et invisible. La corruption la plus visible est celle que l'on voit sur les routes avec les corps habillés. Mais pour un entrepreneur, elle est extrêmement difficile. Quand vous avez un camion qui, au lieu de faire 3 rotations la même journée, ne peut en faire qu'une à cause de l'état de la route et à cause des différents postes de contrôle où il perd du temps, il gagne 3 fois moins. Il gagne 3 fois moins. Et partir en début de journée, arriver en fin de journée, alors que ce même trajet, il pouvait le faire 3 fois, c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes de temps, c'est des pertes d'argent. Et c'est des pertes de compétitivité, et tout ça, après, on se plaint du coût de la vie en Côte d'Ivoire, mais tout ça, ça en fait partie. Je sais que dans les questions, il y a comment la jeunesse peut œuvrer avec leur civisme, mais il faut dénoncer ça sans arrêt. Moi, je le dénonçais beaucoup au niveau de la chambre de commerce, mais j'étais trop souvent seul. Il faut dénoncer ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et vous allez voir que les choses peuvent changer. Monsieur le ministre, je veux dire, vous n'êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, avec les moyens de répression dont dispose l'État, lorsque les populations se mettent à dénoncer, tout de suite, il y a les moyens de répression, tout de suite, ce soit avec la PNCC, si je ne me trompe, voilà, quand il y a des dénonciations sur les réseaux sociaux et tout, voilà, il y a un moyen de répression qui n'est pas adéquat forcément. Donc, est-ce que cette peur, cette crainte de la population ne favorise pas aussi ce déclin de tous ces entrepreneurs? Si on a peur, c'est perdu d'avance.
un combat juste, vous n'indexez personne. Vous parlez du problème en question. Tout à fait. Merci, monsieur. L'idée que vous avez, est-ce que ça peut devenir une entreprise? Il faut vous faire votre plan d'action, ce qu'on appelle le business plan, le plan de business, et le plan d'affaires. Et si jamais vous estimez que ça va être porteur, ça, franchement, il n'y a que vous et votre idée qui pouvez savoir si ça peut fonctionner ou pas. Il y a tellement d'entreprises qui ont eu des difficultés au départ, où on leur a dit ça ne va pas marcher du tout et tout ça. Et regardez, aujourd'hui, ce sont les plus grandes entreprises au monde. C'était le cas de quelques comme Amazon qui a trimé. Pendant des années, ils faisaient que perdre de l'argent. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise de distribution la plus importante au monde. Et quand les Steve Jobs se battaient pour l'ordinateur particulier, alors que tout le monde faisait des PC, personne n'y croyait. On a même déposé de sa propre entreprise avant de le rappeler un jour. Donc, il n'y a vraiment que celui qui a son idée d'entreprise qui peut savoir, et on ne peut pas le décourager pour dire ça ne va jamais marcher ton histoire parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait et puis ça ne marche pas. On voit des entreprises qui arrivent à percer dans des secteurs qui semblent saturés pour nous tous, alors que lui il arrive et fait une percée dedans. Pourquoi? Parce que son idée a plus que les autres. Donc ça, c'est vraiment le volet personnel. Après, pour les procédures, dites-vous qu'il faut que vous vous donnez un objet social. Quel est le but de votre entreprise? Et restez focalisé sur ce but-là. Si vous vous dispersez, vous affaiblissez. Trop souvent, on se dit, j'essaie ça, ça ne marche pas, j'essaie autre chose. Non. L'entreprise a été créée pourquoi? Pour un but bien précis. Lui, tout à l'heure, il a dit, je suis dans le BTP, donc il est dans bâtiment et travaux publics. Maintenant, si il se dit, ça ne marche pas trop, ce mois-ci, je vais aller vendre des véhicules ou des chewing-gums, il se disperse. Il faut qu'il reste sur son objet, quitte à ce que ça ne marche pas et à fermer et passer à autre chose. Mais vouloir, on dit, qui trop embrasse mal étreint, c'est vraiment ça. Ça, c'est souvent l'erreur que il faut rester dans son domaine d'activité. Les Américains appellent ça le mission statement. Et votre mission, la mission que vous donnez à votre entreprise, défendez ce point de vue jusqu'au bout. Voilà vraiment ce que je peux vous dire au moment de l'affaire. Après, bon, les procédures administratives, on en a parlé tout à l'heure, quand elles sont trop lourdes, c'est mauvais. Quand elles sont trop chères, c'est mauvais. Parce qu'une entreprise qui démarre est fragile. Retenez que les 3 premières années sont les plus difficiles. La première année est là où il y a le taux de mortalité plus important, mais ceux qui réussissent le plus souvent sont ceux qui s'accrochent. Nous, dans notre histoire, avec du recul, on se dit on aurait dû plus s'accrocher au lieu de fermer telle ou telle entreprise. Je peux vous donner un exemple. Le groupe Sifka, dans les années 80, on avait fait des cubes, des bouillons cubes, qui concurrençaient, certains peut-être peuvent s'en souvenir, d'autres qui concurrençaient Maggi, mais on s'est découragé trop vite parce que Maggi était trop présent. Donc c'était les cubes Tanti. Et on avait des campagnes de publicité, tout ça. Ça ne décollait pas bien, et puis bon, on a arrêté, on a passé à autre chose. Et un autre opérateur est arrivé quelques années plus tard, a fait les maxi cubes, et il a fonctionné. Il a pris des parts de marché importantes. Une fois qu'il a eu la part de marché qu'il souhaitait, il le tient, il défend sa position, et puis voilà. Au point que une grande multinationale comme Unilever a voulu re-rentrer, alors qu'ils étaient premiers avec les cubes Roaco. Ils ont essayé de repénétrer le marché, ils ne sont pas arrivés, ils ont arrêté. Alors que c'est quand même une multinationale très puissante. Moi, je vous parle des autres
une entreprise familiale espagnole, une petite entreprise. Donc c'est vraiment dire, il ne faut pas se décourager. Bon, par rapport au journalisme, alors, quand vous rentrez dans un secteur, il faut regarder si ce secteur-là est déjà saturé ou pas. S'il est saturé et que vous n'arrivez pas, vous, à créer une différence qui va séduire le grand public, c'est pas la peine d'entrer. Vous avez dit, quand mon grand frère était journaliste, c'était autre chose. Peut-être qu'ils étaient moins nombreux, il y avait beaucoup plus d'attrait, et quand après, il y a plus de journalistes qu'il ne faut pour la population, bon, si vous ne sortez pas des discours extraordinaires qui captivent l'attention, vous allez être dans le lot de tous les journalistes sans faire de différence. Et là, vous allez trimer. C'est pour ça que je ne dis pas, ne le faites pas, parce que c'est la différence que vous pouvez faire qui va vous rendre fort ou moins fort. Quand vous regardez les Asiatiques, comment ils sont forts, ils sont arrivés dans des secteurs après tout le monde et ils dominent le marché. L'automobile existait déjà. Ils sont rentrés, ils ont fait des véhicules moins chers, mieux outillés, mieux équipés que d'autres, et ils sont mis à dominer le marché. Jusqu'à l'électroménager. Vous regardez l'électroménager, téléviseur, four, machine à laver, tout ça, qui étaient déjà saturés par plein de marques. Ils sont rentrés et ils font de meilleurs réfrigérateurs que les Américains, ils font ceci, ils font cela. Donc, ils arrivent à créer cette différence qui fait que le consommateur se dit, ma foi, je préfère celui-là. Je ne donne pas de marque, hein, mais quand vous allez en Corée, le principal concurrent des iPhones et autres, vous savez, c'est Samsung, mais il faut visiter leur entreprise, qui est remarquable. Et ils arrivent à développer des produits qui existent déjà, à améliorer. Donc, vous regardez le prix, meilleur rapport qualité-prix, vous préférez le faire. Donc dites-vous, moi dans le journalisme, quelle différence je peux apporter par rapport à la masse des journalistes en Côte d'Ivoire. Quand on regarde la titrologie, je vous donne un créneau. Combien de journaux parlent plus d'économie que de politique en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Vous allez dans les pays développés, c'est la vie des populations qui est en premier et les politiques après. S'il n'y a pas d'actualité politique, il n'y aura pas de titre politique. Mais nous, tous les titres sont politiques, comme si la vie n'était que politique. Alors qu'en réalité, c'est l'économie qui fait vivre. Le politique, bon, excusez-moi le terme, c'est un parasite, il vit de vos activités. C'est la vérité. Son train de vie est payé par vos impôts. Donc, ceux que l'on doit respecter le plus, c'est vous autres, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui payent les impôts. N'oubliez jamais ça. Alors, au niveau de l'entrepreneur, les difficultés d'avoir des marchés. Il ne faut pas penser d'abord avoir un marché public. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'État, ces dernières années, a fait beaucoup de travaux, beaucoup de constructions, et qu'il est le principal moteur de croissance. Ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Parce que quand l'État a des difficultés, tout se ralentit. Le principal moteur de croissance, ça doit être la population, l'initiative privée et tout ça. Et vous devez avoir le maximum de marché chez les privés et un minimum côté public. Et c'est parce que vous avez une notoriété locale, régionale, nationale, que l'État va vous regarder. Sinon, vous êtes confronté à tous ceux qui vont soumissionner au niveau de l'État et qui payent tant de droits d'entrée, qui payent telle et telle personne. Eux, ils sont déjà établis. Et vous n'êtes pas. Donc, payer tout ce qu'on vous demande de payer pour obtenir le marché,
ça va être difficile pour vous. C'est la principale erreur de dire il y a des marchés à prendre au niveau du public. Je connais quelqu'un, je vais essayer d'avoir un nom. Faites-vous votre réputation dans le métier au niveau des acteurs privés. Et même dans le BTP, vous pouvez vous spécialiser. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Regardez, en Europe, il y en a qui font que des cuisines, il y en a qui font que des salles de bain, il y en a qui font que des séjours, mais ils sont tellement spécialisés dedans que quelqu'un va dire « Ah, moi, j'ai fini ma maison, je vais prendre telle marque de cuisine, donc on va venir faire ma cuisine. » Et là, vous avez un avantage par rapport aux autres. Vous avez la marque, vous avez la réputation, et vous montez ça. Mais quand on veut faire trop de choses, on fait bien, assez bien, mais assez bien n'est pas suffisamment bien. Par rapport à quelqu'un qui s'est spécialisé que dans ça. Il n'y a pas de cheminée ici, mais il y en a qui font que des cheminées. Il y en a qui font que des piscines. Et qui sont forts dedans. Pensez à ça. Vous ne pouvez pas faire aussi bien le bâtiment que celui qui ne fait que du bâtiment pendant que vous faites bâtiment, route, chambre et tout ça. Il faut avoir une spécialisation bien poussée et votre autorité va se faire par du plan Phoenix et la loi sur les PME. J'ai emprunté ces idées-là des lois américaines, japonaises et européennes. C'était que au moins 30% d'un marché public soit sous-traité par des PME locales. C'est-à-dire que tel grand pont, telle grande route ou tel grand bâtiment, il faut voir un ensemble de PME qui vont sous-traiter et on les paye à 90 jours. Ces PME forts de ce marché en main peuvent être préfinancés par une banque. Le Small Business Act, donc loi sur les PME aux États-Unis, c'est comme ça. Et c'est scrupuleusement appliqué. C'est-à-dire que si vous allez à Jacksonville, en Floride, qu'il y a un marché, chez eux c'est 27%, 27% du marché va être aux entreprises locales de la ville d'abord. Si on ne trouve pas dans la ville, on regarde dans l'État. On élargit au fur et à mesure. Mais c'est le centre d'abord et la périphérie ensuite. Donc si c'est un marché qui concerne Cocody, ça va être d'abord des PME de Cocody. Si on ne trouve pas, on élargit sur le long intelligent, ainsi de suite. Et ça fait fonctionner l'économie nationale. Vous ne pouvez pas, vous, État ivoirien, faire une infrastructure importante confiée à une entreprise étrangère sans que les locaux n'en bénéficient. Ça, c'est regarder les trains faciles. Quand le roi du Maroc construisait la grande mosquée non, le Maroc même. C'est l'entreprise Bouygues qui a eu le marché. Mais ils ont demandé que tous les artisans marocains, il y a eu un cahier des charges, ils ont été formés, ils ont eu si bien que Bouygues a fait le gros œuvre, elle a été superviseur du reste. Et là, alors que ça a été décrié par les Marocains au départ, ils n'étaient pas très contents, mais au final, ils ont été très heureux de voir ces milliers d'artisans et d'entreprises nationales travailler dedans. Et ça, c'est beau, ça, c'est fort. Monsieur le ministre, je dois pousser un peu ma question. Comment s'insérer dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, comme vous venez de le dire tout à l'heure? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vous demande des années d'expérience. Moi, j'ai fait la formation de bac de génie civil. Nous faisons tout ce qui est conception, études et réalisation. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous êtes spécialisé dans un domaine bien précis, quand vous dites que vous faites seulement des cuisines comme les gens que vous venez de prendre, vous avez moins de chances d'avoir plus de marché que celui qui fait plusieurs choses en même temps. Dès que dans le bâtiment, vous faites tout ce qui est conception, études, réalisation, que ce soit le gros œuvre, le carrelage, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande des expériences. J'ai bonne mémoire que
le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'avait pas assez d'expérience, mais au jour d'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs entraîneurs en Afrique et peut-être même dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, on ne nous donne pas la chance. Maintenant, comment s'insérer dans ce monde qui est beaucoup saturé? Ça va, je n'ai pas de baguette magique pour ça, mais à part vous pas faire du porte-à-porte partout, vous imposer, ça va être difficile. N'attendez pas qu'on vous fasse de faveur, sauf par connaissance interposée ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut construire votre notoriété autour de vous d'abord. Sinon, un marché public, c'est la dernière chose à espérer si vous n'avez pas de notoriété. Quelqu'un qui vous donne d'entrée de jeu un gros marché public, c'est qu'il y a une magouille quelque part. Il veut être sûr que vous avez une expérience et que vous avez su faire quelque chose. C'est pour ça que beaucoup veulent se jeter aussi dans l'entreprise immédiatement. Commencez à travailler dans une entreprise. Vous avez de l'expérience dans l'entreprise. Et un jour, vous décidez de quitter l'entreprise et de former votre propre entreprise. On vous respecte plus parce qu'on sait que vous avez une expérience. Mais un novice total, c'est un gros risque de le prendre pour dire construis ma maison. Il n'a pas encore construit de maison et vous voulez lui dire oh, toi, je veux que tu construises ma maison. On voit dans le bâtiment, ici, pas mal d'immeubles qui s'écroulent et tout ça. Ça fait peur aux gens. Mais pourquoi? Ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune expertise. Je vais dire, c'est l'éducation. Je viens d'une famille qui, elle, s'est toujours battue pour l'entreprise, de tout temps. Et en nous quittant, mon père me disait, souviens-toi d'une chose, comme a dit Victor Hugo, seuls ceux qui luttent survivent. À partir de là, on est devenus des combattants. Si on ne lutte pas, on ne va pas survivre. Je pense que vous avez vu mes prises de position par rapport au monopole donné par-ci, par-là, au port, à ceci, toute cette combativité depuis plus de 20 ans qui me caractérise, c'est ça. Et quand on me demande par rapport aux Ivoiriens, moi j'ai été victime, parmi d'autres, quand vous parlez de mindset, je vous ai dit, je suis d'accord avec vous en partie, Monsieur Touré, je suis d'accord avec vous en partie. L'Ivoirien ne va pas beaucoup vers l'entreprise. Mais ceux qui y vont, il faut leur faciliter la vie. Ceux qui se battent avec leur entreprise dans leur propre pays, c'est pas à nous de les détruire. Il faut les protéger, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Je vais vous dire, moi j'ai passé un week-end chez le président Obasanjo. Et il m'expliquait comment il a fait avec tout ce que vous voyez, dans Beauté, Tony, Lumelo et tout ça. C'est comme ça qu'en partant de là-bas, je suis arrivé ici et on a ouvert UBA de Tony Lumelo. C'était moi qui étais le président de UBA Côte d'Ivoire et pour la zone UEMOA. Parce qu'il était présent au Nigeria et il voulait se diversifier ailleurs en Afrique. Parce que c'était un ami africain, je l'ai fait ici pour lui. Mais j'aurais aimé que, en Côte d'Ivoire, les autorités aient le même nationalisme pour dire on va vous aider, comment on peut faire pour que vous soyez plus forts. Quand j'arrive au Ghana, on a SAPH ici, on a créé le Ghana, la Ghana Rubber Estate Limited, compagnie de caoutchouc au Ghana et la Société africaine de plantation des verres en Côte d'Ivoire. Quand on arrive en 2000 et que Rawlings nous dit quand moi je vais en Côte d'Ivoire par la route et que je reviens, je vois des plantations à gauche et à droite, de palmiers, des verres et tout ça. Dites-moi
ce qu'il vous faut pour que l'on fasse la même chose au Ghana. Donnez-moi les conditions. Écoutez bien, hein. En Côte d'Ivoire, on était à l'époque à 30% de taux d'imposition sur les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Je dis, bon, au départ, la plantation, ça coûte cher. Parce que avant que vous rentrez en production, vous allez planter et vous n'allez avoir de gain que quand, au bout de quelques années, 3-4 ans pour le panier, 7 ans pour le caoutchouc, tant que vous ne rentrez pas en production, c'est un investissement à fond perdu. Et quand vous commencez à produire et à gagner de l'argent, vous remboursez d'abord tout ce que vous avez investi avant de dire que vous gagnez quelque chose. Donc, quand on parle d'agro-industrie, c'est lourd, c'est difficile et c'est cher. Et il faut pouvoir tenir. Il dit, ok, je mets les bénéfices industriels et commerciaux à 7%. Vous avez bien entendu, je mets à 7%. Nous, on est à 30%. Mais déjà, nous-mêmes, l'incitation d'investir au Ghana par rapport à la Côte d'Ivoire était plus grande. Et quand vous avez des partenaires dans votre entreprise, ils ont dit, mais on aime bien la Côte d'Ivoire, cher ami, mais on va regarder un peu le Ghana. Et on s'est mis à planter massivement au Ghana, au point d'avoir la pépinière la plus grande du monde, à un moment donné, sur plusieurs centaines d'hectares de paniers et de pieds d'EVA, avec tous les clones possibles. Et à un moment donné, ils ont commencé à construire des usines plus grandes que les nôtres. Et le caoutchouc qui sort mis à quai à Takoradi pour partir à l'exportation, on était à 10 ou 15 dollars moins cher que la mise à quai en Côte d'Ivoire. Plus de compétitivité. Tout simplement. Mais ça, c'est un accompagnement. Et lui, il a fait, pas parce qu'on est Ghanéen, parce qu'on est Africain. Donc, ne pensez pas que je décris comme ça des situations en Côte d'Ivoire à tort ou à raison. Hein. C'est parce que je compare. Mais alors, si je vais en Asie, là, c'est pire. Eux, ils vont regarder quels sont les métiers qu'ils peuvent faire eux-mêmes directement avant d'appeler quelqu'un d'autre. Par élimination. Mais nous, on s'est arrangé. On était les premiers en café cacao, on nous a éliminés. Je peux vous dire, avec la complicité de l'État. Ucher est tombé en premier, Bakou est tombé en deuxième, nous on est tombé en troisième. On a changé de métier. On était les numéros 1 au monde. Tout simplement. Et c'est après qu'on a remis en place. Les gens n'ont pas vu qu'il y a des intérêts internationaux, il y a vraiment une compétition, et que quand on éliminait la Kesta pour des questions de gouvernance, au lieu de conduire la gouvernance, on élimine la structure. Mais la Kesta, ce n'est rien d'autre que la politique agricole commune de l'Union européenne, hein, qui soutient ces agriculteurs quand ils sont en difficulté et que l'on paye quand on est en période de vache grasse. Donc, on ne réinvente pas l'eau chaude. Le mindset, là, on peut nous-mêmes le créer si on montre l'exemple. Ne croyez pas que ça fait plaisir aux Ivoiriens de dire on veut des perdièmes, on veut que vous nous payez le transport aussi. Non, c'est parce que pour l'instant, ils n'ont pas de moyens. Mais il faut mettre leurs moyens. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on était dans le cacao, on est allé jusqu'à ouvrir une usine à Dunkerque, au port de Dunkerque en France. Mais on a eu des subventions régionales là-bas et étatiques. Pourquoi? Parce qu'eux favorisent l'entreprise là-bas. Ils savent que ça maintient des populations sur place, ça crée des emplois. Mais nous, on n'a pas de subvention ici. Mais vous compétissez contre des pays qui subventionnent. Le mindset, ça peut se créer.
les gens vont se décourager parce qu'il y a trop de difficultés sur la route. Il s'agit de quoi? De réduire ces difficultés-là. Et vous allez voir, rendre l'entreprise plus facile. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je peux vous donner plein d'exemples, on donne des concessions. Mais pourquoi donner une concession entièrement cadeau à une entreprise étrangère? Moi, je préfère dire à un Ivoirien, ok, est-ce que tu peux le faire? Oui, quitte à toi à aller chercher un partenaire technique ailleurs, mais au moins j'ai un Ivoirien en face de moi. Donc quand vous me parlez de ma politique, elle est essentiellement basée dessus par expérience. Qu'est-ce que je peux faire pour les Ivoiriens demain? C'est ça. Favoriser l'entrepreneuriat, favoriser l'Ivoirien, avoir un fonds souverain qui va soutenir les entreprises ivoiriennes qui sont capables et les accompagner. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, vous avez une entreprise comme Olam. On était avec Olam, nous, dans le capitalisme. À un moment donné, ils ont eu des difficultés. Qui est-ce qui les a sauvés? Qui est-ce qui les a soutenus? Et qui les a remis en rail? Temasek, le fonds souverain de Singapour. Parce que c'est une entreprise de Singapour. Et boum, on les a remis en selle et ils sont forts. Nous, on nous a regardé les uns et les autres couler à gauche et à droite. Non. Chacun sauve son patrimoine national. Quand l'Asie était en crise il y a quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont soutenu leurs grosses entreprises pour ne pas que ça coule. Il y en a qui n'ont pas pu sauver, mais la majorité, LG, Samsung, ils sont là. Et c'est ça la grosse différence. Pourquoi voulez-vous qu'on aille donner l'émission de papier, de pièces d'identité et tout ça à une entreprise étrangère alors qu'on le tapait ici dans les sous-préfectures avant? Il n'y a pas un Ivoirien capable de faire ça ici? Ou bien? Bon. Je ne dis pas que ce sera un repli sur soi. Hein. Je suis en train de vous dire que je veux favoriser l'entreprise ivoirienne. On a trop peu de temps pour que je vous développe tout ça. Mais regardez mon mindset community entre la loi sur les PME, le plan Phoenix à chaque fois pour renforcer les capacités des PME, faire en sorte qu'elles soient plus fortes, faire en sorte qu'elles soient soutenues, faire en sorte qu'elles soient financées. Et je vous dis, j'ai commencé par travailler aux États-Unis, mais pas commencé aux États-Unis, j'ai commencé mieux avant, mais quand je travaillais aux États-Unis, on avait un leasing sur 30 ans. Sur 30 ans. Les Américains m'ont fait un visa longue durée de travail spécialiste pour rester travailler. À ce moment-là, j'avais ce dilemme-là. Est-ce que je reste bien, je rentre au pays? Ma fille a commencé à aller à l'école. Quand c'est comme ça, elle ne parle qu'anglais. Mais je me dis, si je reste maintenant, ça va être difficile pour moi de rentrer. Parce que tout est à votre portée. Crédit pour avoir la voiture, crédit pour avoir la maison, crédit pour vous équiper, tout. Et sur plusieurs décennies. Mais quand un Ivoirien assis, qui a Canal, et qui voit le prix d'un véhicule dans une publicité, et qui voit le même prix en Côte d'Ivoire, mais il se dit, il y a un problème. Et tout ça, comment voulez-vous que les gens n'aient pas peur de rentrer dans l'entreprise? Ils ont peur. Parce que on rend les choses plus difficiles. Or, moi, je dis qu'on peut les rendre plus faciles. Et plus facile pour qui, d'abord? Voilà, vous dites, les étrangers viennent, ils réussissent. Oui, mais très souvent, ils ont réussi ailleurs, avant de venir chez nous. Et quand ils viennent, ils sont déjà formatés. Ça, c'est pas compliqué. Quand ils viennent, ils sont déjà formatés. Donc, ils ne peuvent que réussir. Et en plus, ils s'entraident. Il est connu, avant de venir, par une banque qui est présente ici et qui va le soutenir.
alors que vous avez des difficultés avec la même banque qui est ici, qui ne vous connaît pas, et qui ne va pas vous soutenir. Donc voilà, nous, on a des partenaires asiatiques. Mais il faut voir la différence de traitement chez eux et chez nous. Chez eux, on leur fait un véritable pont avec plein d'encouragements fiscaux et tout ça. Mais chez nous, non. Mais alors, si vous faites de la politique en plus, là, quand on s'attaque à votre entreprise, vous le sentez passer. Donc voilà ce que je peux vous dire, mais je voudrais rassurer tous ceux, même si ce n'est pas une rencontre politique. J'ai trop souffert, moi, de l'injustice économique en Côte d'Ivoire, de la préférence des autres par rapport aux nationaux, pour ne pas avoir envie de corriger ça de même en Côte d'Ivoire. Et je serais heureux de voir des Ivoiriens réussir, des Ivoiriens devenir extrêmement riches, des Ivoiriens devenir moins riches, mais suffisamment nantis pour subvenir à leurs besoins. Ça veut dire que notre pays aura atteint notre niveau. Et des entreprises comme les nôtres, qui gagnent des dizaines, des centaines, des milliers, et bien d'autres dans d'autres secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire est le pays le plus ouvert de toute la sous-région, sinon de l'Afrique. Nous, on a créé les États-Unis d'Afrique avant les autres. On accepte tout le monde arrive à réussir en Côte d'Ivoire. Faisons en sorte que ça reste plus au niveau national, parce que un Anglais qui investit ici, qui réussit, qui gagne sa vie, il rapatrie. Il rapatrie ses terres ailleurs. Mais un Ivoirien, il ne va pas les rapatrier ailleurs. Il les réinvestit en Côte d'Ivoire. Il construit au village, il fait ceci, il fait cela, et c'est comme ça qu'on développe son propre pays. Le rôle de l'État, on a fait des privatisations. Nous, on se bat pour respecter le cahier des charges. Mais regardez le train. Le train est roule à 6 km/h. On aurait pu avoir plus de trains, des gares partout, aller-retour. Ça crée des emplois, ça donne d'autres activités. Vous avez des entreprises de transport qui chargent, qui déchargent des trains et tout ça. Et ça, c'est le rôle véritable de l'État quand il doit faire, lui, des infrastructures utiles qui peuvent structurer encore plus fort l'économie et vous rendre plus riche. Je pense tout simplement que oui. Il n'y a pas de raison que le modèle ivoirien ne s'adapte pas à celui des autres nations. C'est à nous de pouvoir défendre notre modèle économique. Eux défendent leur modèle économique, toujours. Toujours. Mais, quelque part, à un moment donné, il faudra peut-être que nous fassions ce débat en Côte d'Ivoire, quel type de société nous voulons. On a choisi le libéralisme économique il y a longtemps, mais ce libéralisme économique doit s'accompagner de social. Ça, c'est indéniable. Mais est-ce que, quand on dit aux Ivoiriens, la santé est gratuite, l'école est gratuite, il n'y a aucun Ivoirien qui vit cette gratuité-là à 100%. Qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai ma carte CMU, mais si j'arrive à Tabakala, donner la carte CMU à l'hôpital, ils vont vous donner votre ordonnance quand même, ils me ramener ça à la pharmacie, ils vont venir à rencontrer une bonne minute. Bon. Nous, on veut une économie forte. Les autres nations aussi veulent une économie forte. C'est à nous de bien défendre nos intérêts. Mais quand moi j'arrive au port de Philadelphie, et qu'au port de Philadelphie, je vois le cacao ivoirien arriver en sac.
Et je leur dis, mais vous n'acceptez pas le vrac. Il me dit jamais nos dockers ici vont accepter que les navires viennent décharger du vrac, du cacao en vrac ici aux États-Unis. Je dis pourquoi? Il dit, mais parce que ça élimine 1 millier de dockers qui travaillent et eux veulent continuer de travailler. Et nous, on accepte de livrer à la même entreprise américaine dans un port européen ou ailleurs, mais pas aux États-Unis, en navire vrac, en mettant 1 millier de chômeurs au port parce qu'on a accepté ça. Et moi, l'Américain me dit, on a mis une réglementation en place, le cacao étant un produit alimentaire, le produit alimentaire ne doit pas toucher le sol, il doit être emballé. On peut aussi avoir des règles qui favorisent notre économie, qui favorisent notre emploi, et non pas qui va favoriser les autres. C'est à nous de savoir défendre nos intérêts. Donc je reste persuadé que oui. Et je vous dis ça. Imaginez tout ce qui a été éliminé dans le processus en Côte d'Ivoire. Ceux qui faisaient la sacherie brousse, ceux qui faisaient tout ça a été éliminé. Au profit d'entreprises puissantes qui font déjà des gains et qui maximisent leurs gains avec ce que nous, on vient de prendre comme décision parce qu'ils nous ont demandé. On veut être trop bon. Mais il y a un terme qui dit trop bon, trop haut. Donc, encore une fois, sur chaque question, on s'assoit et on regarde l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'abord, la grandeur de la Côte d'Ivoire d'abord, le bien-être des Ivoiriens d'abord. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est meilleur pour moi? Est-ce que c'est bon pour toi au lieu d'être bon pour moi? Voilà, c'est comme ça si on le faisait, je peux vous dire que la CIPRAV n'aurait pas disparu. Je peux vous dire que nous, on serait encore dans le cas du cacao et qu'on aurait des usines ailleurs dans le monde. Parce que quand vous entendez l'industrie du luxe, l'industrie du vin, les premiers dedans sont les Français, c'est chez eux. Et il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, les premiers, est-ce que vous trouvez normal que dans des pans entiers de notre économie, il y a un pain national? Même pas un. Donc, voilà, c'est tout. Il y a des choses à revoir. Encore une fois, pas par racisme, pas par repli sur soi, pas par discrimination, mais dans le souci d'améliorer les conditions et l'économie des nationaux. Il y a quand même à saluer l'école de la deuxième chance, voilà. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont limitées. Donc, selon vous, quelles sont les grandes réformes que nous devons entamer pour permettre à ce qu'il y ait cette adéquation entre la formation et l'emploi? On parle beaucoup d'adéquation, formation, emploi. Mais si vous n'avez pas d'emploi, excusez-moi, s'il vous plaît, voilà. Nous avons repris, donc merci de faire silence, s'il vous plaît. Merci. Si vous n'avez pas suffisamment d'offres d'emploi, il y a beaucoup de gens qui seront formés et qui n'ont pas trouvé d'emploi sur place. Et ces personnes-là vont aller se vendre ailleurs dans le monde et ce sera perdu pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont très pointus dans leur formation, mais qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Nous, on a une boursière à Sifka. Son rêve, c'était d'intégrer la NASA. Elle est d'avance perdue pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Très bonne à l'école, ça. Elle est partie aux États-Unis. Va-t-elle intégrer la NASA ou pas? En tout cas, elle est déjà partie pour être dans des sphères que nous n'avons pas ici. Donc, pourquoi il faut qu'on puisse se développer économiquement dans tous les secteurs d'activité? C'est justement pour qu'on puisse offrir un spectre d'activité et d'offres
aux Ivoiriens, depuis le petit artisan jusqu'à la très haute technologie, où il est capable de remplir cette demande-là. Si on n'a pas, on va continuer à faire des BTS par-ci, BTS par-là, pour avoir des petits techniciens dans pas mal d'entreprises et tout, mais c'est insuffisant. Il ne faut pas toujours penser adéquation, formation, emploi. Vous pouvez être un ingénieur en ceci et faire tout autre chose. Donc il faut vous dire que vous devez être capable aussi de toucher un peu à tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent avoir des gens formés avec des généralités, parce qu'ils peuvent s'adapter partout, plutôt que quelqu'un qui sera toujours cantonné au même poste. Donc, la formation, elle doit se faire pour l'individu lui-même. C'est une autre chose. Il faut qu'il ait un savoir-faire et après capable de s'adapter partout. C'est pas parce que vous êtes un agronome que vous ne devez pas pouvoir travailler dans une entreprise qui fait que des services ou du transport. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, on va parler de technologie, nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord un pays agricole et qu'au niveau de l'agriculture, nous ne sommes pas suffisamment avancés. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'agriculture simple. Pas que l'agriculture d'exportation, mais aussi le vivrier et tous ceux qui en découlent dans l'industrie alimentaire. Trop de perditions. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens se rendent compte que le panier de la ménagère est cher, le kilo de tomates est cher, et ainsi de suite. Il y a tout ce volet logistique-là qu'il faut repenser. Et personne, aujourd'hui, ne fait attention à ça. Mais pourquoi est-ce que les fruits et légumes se conservent plus longtemps dans les pays développés? Parce qu'ils font l'irradiation, l'ionisation de tous ces produits-là et que une durée de vie sur le marché est plus longue, donc qui peuvent, sur le plan de la logistique, quitter à Korogo, arriver à Abidjan sans pourrir et être encore plusieurs jours commerciaux sur le marché. Et nous, on ne le fait pas. Donc vous perdez la moitié de votre école. Je dis tout ça pourquoi? C'est pour dire qu'il y a tellement de secteurs de formation qui sont encore ouverts que nous sommes, souvenez-vous, nous sommes un pays en construction. Un pays en construction s'améliore tout le temps. Et dans cette phase-là, il y a énormément de gens qui sont inexpérimentés encore. Et on doit pouvoir le faire. Donc, on ne devrait pas avoir autant de chômeurs. Parce que, en démultipliant ces initiatives, ces activités, vous allez voir que ça va susciter d'autres formations et susciter d'autres initiatives d'entreprise. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'économie, il n'y a pas assez d'initiatives économiques, il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour répondre à la problématique de l'emploi. Or, c'est notre défi pour demain. Sinon, on va avoir encore nos frères et sœurs qui vont prendre des risques pour traverser l'océan, mourir, avoir une chance infime d'arriver en Europe. L'Europe est déjà construite. C'est ici le vrai défi. C'est ici le vrai défi. Bon. On dit que l'Afrique est la dernière frontière du développement. Il y a eu l'Europe, les Amériques, l'Asie aujourd'hui, bon, avec l'Océanie, et quelle est la dernière frontière pour le développement? C'est l'Afrique. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'on y soit préparé. Et pour y être préparé, il faut qu'on soit aussi précurseur dans la formation. Vous avez parlé des idées aujourd'hui où très tôt on parle
d'entreprise aux jeunes pour les éveiller vers l'entrepreneurship. Mais nous, combien de fois on a revu nos cursus scolaires? On est resté statique pendant que ça évolue partout ailleurs. On est resté très statique. Mais comment voulez-vous qu'un jeune, aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, qui n'est pas familiarisé avec Internet et les nouvelles technologies, il fait informatique, il n'y a même pas d'ordinateur dans la salle. Ou bien, il ne peut pas faire informatique là où il est, à l'intérieur du pays. C'est pas normal. Donc, vous avez parlé de la formation pratique, la formation technique. Bon, moi, j'ai eu le volet artisanat. Les centres de formation, depuis 1982, il n'y a pratiquement rien eu de plus dedans. Les mêmes machines que nous avons reçues à l'époque s'ouvraient sont encore là, et vous voyez les instructeurs faire des prouesses en enseignant à ces jeunes-là un travail qui est déjà dépassé parce qu'aujourd'hui les techniques ont évolué. Quand vous allez en Allemagne, que vous voyez la formation par alternance avec des constructeurs automobiles qui mettent à disposition de tous les centres de formation leur modèle de véhicule et les jeunes qui travaillent dessus. Et nous, on importe toutes les épaves du monde. On continue de les réparer ici. Elles vont pourrir en Afrique. Ailleurs, ils sont en train de passer à autre chose. Avec des véhicules hybrides, des véhicules tout électriques et tout ça. Donc, nous-mêmes, on crée notre propre retard. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je suis désolé. La force des pays en construction, c'est l'avantage de l'arriération. C'est-à-dire que vous êtes tellement en arrière que pour vous moderniser, vous passez directement à la technologie la plus moderne. Donc vous faites un bond technologique plus important qu'un pays développé. Sauf nous. Nous, on décide de continuer d'importer des épaves qui ne passent plus les normes anti-pollution dans leur pays, et c'est ici qu'on les a. On a même le terme effectivement, France au revoir. Mais c'est pas au revoir, c'est adieu. Ils viennent mourir ici. Et ils sont passés à autre chose. Donc, c'est vrai que beaucoup se sont plaints quand à un moment donné, l'État a décidé d'interdire les véhicules de plus de 5 ans. Mais ce n'était pas une mauvaise chose en soi. Hein. Il y a un classement dans le monde du secteur transport les plus dynamiques. Et là où le parc automobile est le plus jeune, c'est ceux qui sont les plus dynamiques. Et nous, on décide qu'on veut être les plus arriérés. C'est un problème. Je vous ai parlé de train tout à l'heure et tout. Non. On a un train qui fait Abidjan-Ouaka à 26 km/h de moyenne. Quand il y a le TGV, 26 km/h de moyenne, c'est moins rapide que le train à vapeur. On avait une compagnie maritime, on l'a plus. Donc, si vous voulez que les jeunes travaillent, aient le maximum d'offres, il faut toutes ces activités. Sinon, on se met en retard. William Essou ici est en train de travailler pour faire venir des véhicules électriques. C'est une excellente chose. C'est l'avenir, je pense. Il y en a qui pensent que pour l'Afrique, c'est trop tôt. Mais trop tôt par rapport à quoi? On a commencé avec la Malaisie, tous ces pays-là, ils lancent des satellites. Et nous, on est assis là. On ne veut pas le faire. Mais c'est vrai, vous avez raison. Un plombier, ici, il s'improvise plombier. Alors qu'il y a une formation pour ça. Mais dites-vous aussi que les jeunes ne partent pas seulement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Attention, hein. Faut pas, c'est l'erreur que beaucoup de dirigeants font. Ils partent parce qu'on va créer des emplois. Non. Il y a des jeunes cadres bien formés qui gagnent bien leur vie. À un moment donné, qui décident de partir s'installer ailleurs.
Mais ils vont s'installer pourquoi? Parce qu'ils pensent à leur famille, à la formation meilleure que les enfants auront dans de bonnes écoles, dans de bonnes universités. Ils pensent à leur femme, qui pourra travailler et trouver un emploi également. Déposer les enfants à l'école, aller travailler. Parce que là-bas, il y a une crèche. Elle peut travailler. Il y a la machine à laver, il y a tout. Le salaire est meilleur. Ils ont un meilleur pouvoir d'achat. Non seulement ils travaillent là-bas, mais ils renvoient de l'argent au pays. En plus, ils se retrouvent avec un système de santé meilleur que le nôtre. Tout ça à disposition. Ils quittent le pays. Là, on doit apporter des réponses aux préoccupations des citoyens. Si on n'arrive pas à apporter de réponses aux préoccupations de nos populations, c'est perdu. Ce n'est pas que l'emploi, c'est un ensemble de choses. Donc quand on regarde la compétitivité d'un pays, on regarde son secteur transport, son secteur santé, même le divertissement, l'habillement, l'accès au financement, tout ça. Quand ici, je disais tout à l'heure, il n'a pas accès au crédit, là-bas il a accès au crédit, mais pour lui il y a plus de facilité. Donc c'est ce système-là, dans son intégralité, que l'on doit regarder. Pour dire oui, voilà, prendre ici, il a accès au crédit, il peut équiper sa maison, ceci. Tout ça, attention, hein, ça a existé dans la Côte d'Ivoire récente. Mais c'était étatique. Et tout s'est écroulé pour des questions de gouvernance. Et on a tout supprimé. Il ne fallait pas supprimer. Il fallait corriger le problème de gouvernance. Parce que les idées étaient bonnes. Il y avait une banque pour l'industrie, il y avait une banque pour le logement, il y avait Crédit de Côte d'Ivoire, les fonctionnaires pouvaient se financer. Il y avait tout ça. C'est nous qui avons tout supprimé. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale a dit oui, c'est mal géré, il faut supprimer. Non. Pendant ce temps, les Asiatiques ont maintenu et ils ont avancé. Et nous, on est restés en s'apportant nous-mêmes nos propres choses. Et puis après, alors ça a donné quoi? Quand on a supprimé les TP, les travaux publics, moi je faisais de Bagala à Bassawa en 40 minutes. La personne qui s'était entretenue. On a supprimé les TP. J'ai mis 3 heures pour aller à Bassawa à côté, là, 50 km. 3 heures aller, 3 heures retour. Abidjan Paris en avion. Pour aller voir quelqu'un, je veux dire. Tellement la piste était mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en supprimant les TP, ils ont vendu des machines à des privés en disant qu'ils vont essayer de faire. Mais non, c'était pas ça l'idée. Ce que ça rapportait indirectement en efficacité, on l'a perdu. La même Banque mondiale nous a dit les intérêts ça coûte cher, on a supprimé les pensionnats. Non, les enfants du système éducatif ivoirien. Moi j'étais en pension, quand vous avez dit que j'étais à Bobo, j'étais en pension à Bobo. On était logés, nourris, on l'avait de notre linge. Là, l'école était gratuite. On arrivait, la seule chose que les parents payaient, c'est le caddie des habits. Arrivé sur place, on arrivait, on nous donnait nos livres, on nous donnait nos draps, on nous affectait un dortoir avec une place, un lit. On nous donnait même le savon et le papier hygiénique. On allait à l'école. On n'avait qu'une chose à faire, c'était aller à l'école. On était transportés parce qu'on avait une carte de bus. Aujourd'hui, vous demandez à un travailleur, à un élève, à un étudiant, il ne peut pas rentrer chez lui le soir, il dort dans l'amphi. Il n'y a pas assez de chambres en cité. Tout ça, ça fait partie de cet environnement. Pourquoi est-ce que les gens vont se chercher ailleurs, comme on dit? C'est ces réponses-là qu'il faut qu'on donne. Soit on est capable de le faire, soit on n'est pas capable. Mais je pense que les parents ivoiriens payent tellement pour que les enfants réussissent qu'ils seront prêts à payer un peu et que l'État fasse sa part. C'est toute la différence. Quand vous arrivez en Asie, vous trouvez ça.
les parents et les États mettent beaucoup de moyens dans l'éducation, dans la formation, dans la santé. Et c'est comme ça que vous êtes compétitifs demain. Mais moi, je ne peux pas reprocher à un cadre qui quitte notre entreprise parce qu'à un moment donné, à l'étranger, on lui a fait une meilleure offre. Et puis, il sait que ses enfants peuvent aller dans une bonne université, et ceci, cela, parce qu'à un moment donné, dans son cycle de vie, il voit les enfants adolescents, il se dit, bon, l'école publique, ça va être très bien. Nous, les gens ont peur de l'école publique ici, ainsi de suite. Les universités publiques sont plus compétitives. Si vous allez dans l'hôpital public, c'est plus outillé, mieux fourni, plus performant qu'une clinique. Donc tout le monde va aller dans l'hôpital public. Donc c'est ça la grande chose. On a un gros problème, je le répète toujours, c'est la corruption et la malgouvernance. Et qu'est-ce qu'on pense pour la gestion des priorités? Tant qu'on sait, tant qu'on est dedans, on va avoir des problèmes. Mais pour ça, à un moment donné, la question sur le civisme, quel est le rôle des jeunes dedans? Interpeller, mettez la pression sur les acteurs politiques. C'est vous qui devez être, et soyez exigeants. Soyez exigeants, ça fait mal au cœur. Encore une fois, leur train de vie, c'est vous qui le payez. Un ministre, il est au service d'eux, vous n'êtes pas à son service. Il ne faut pas confondre la chose. Ministre, ça veut dire servir, serviteur. Un ministre, c'est le premier serviteur d'un domaine. Quand je suis ministre du commerce, je suis serviteur des commerçants. Maintenant, il y en a ici qui sont... J'étais surpris moi-même. En gros, notre ministre, et puis il y a plein de commerçants qui arrivent et qui vous ont des cadeaux. Pourquoi on fait des cadeaux? Je suis là pour travailler pour toi. J'ai déjà des meubles, j'ai déjà tout ce que je veux. Pourquoi tu viens m'offrir tout ça? Parce que lui aussi veut des avantages. Je suis arrivé, il y avait des tonnes de papier comme ça, c'était quoi? Les soldes. Les soldes, les remises, les ceci. Je dis, mais pourquoi on doit signer tout ça pour nous? Ah, c'est comme ça. Je dis, bon, j'ai fait passer une loi, il y a telle période de solde dans l'année, c'est fini, je ne peux pas signer les papiers. Pourquoi? Le gars va me demander la permission, et puis on paye quelque chose à chaque fois. Donc, je pense que ta vie à signer. Donc, tous les commerçants peuvent faire une période de solde, ça ouvre tant, ça fait longtemps, et puis il y en a une autre, ça ouvre tant, ça fait longtemps, terminé. Je n'ai plus rien à signer, il est content, les soldes sont réglementés, comme dans les grands pays. Mais pourquoi on va rester derrière avec des petits papouilles bizarres à chaque fois? Il faut vivre ça pour comprendre. C'est-à-dire que la salle d'attente du ministère était pleine. Ça allait jusque dans la rue, la queue. Je dis, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne venez pas. Terminé. Non, mais on peut parler au ministre. Mais pourquoi? On ne peut pas dire. Et les gens arrivaient et ça. À la fin, la salle était vide. Tu n'as pas un rendez-vous, tu ne viens pas. Tu n'as pas d'objet, tu ne viens pas. Tout ce qui doit être réglé de façon réglementaire. On a augmenté les recettes du ministère de 400%. C'était tellement inhabituel que le Trésor a fait un audit parce que quand il y a les recettes, tout part au Trésor, en principe, tout part au Trésor, et le Trésor vous renvoie 40%. Donc, le montant qu'il devait nous renvoyer, il n'avait jamais renvoyé, c'est pas possible. On fait un audit. Quand ils ont fini l'audit, ils nous devaient plus que ceux qui étaient prévus. Vous voyez, pourquoi? C'est une question de gouvernance, c'est tout, on peut être performant. Mais après, il faut bien payer les gens. Parce que on exige du secteur privé beaucoup de performance. Mais vous arrivez dans le public, ils sont là sans assurance. Ils sont là sans 13e mois. Il y a tout ça aussi. Donc, moi, il y a un agent qui est venu qui me dit, monsieur le ministre, vous savez, vous êtes en train de construire un ministère grave, mais tous les petits deals que nous on fait là, c'est ce qui nous permet de mettre nos enfants par-ci, nos enfants par-là. C'est cynique, mais c'est dommage de dire ça, mais il disait la vérité.
il faut aussi que les gens soient correctement payés. Sinon, on perd nos meilleures ressources humaines, on pense ailleurs. Quelqu'un qui est bien formé et qui vient être payé de misère. Regardez les médecins, les aides-soignants et tout. Aujourd'hui, les pays développés, vous arrivez là-bas, ils vous retiennent. Et le type quitte le pays sans problème. On lui fait un pont d'or sur place. On lui fait un pont d'or sur place. Donc il faut que nous-mêmes on puisse revoir notre façon de penser, notre système, pour offrir les meilleures conditions localement. Sinon, on va perdre beaucoup. Et encore une fois, on est dans un monde en compétition, en grande compétition. Et donc, ceux qui traversent, qui n'ont pas de formation, tout ça, c'est difficile pour eux. Mais un infirmier d'État, une sage-femme, une aide-soignante, il faut qu'ils sont deux médecins, ils ont le phénomène des déserts médicaux chez eux. Mais ils vous font un pont d'or. Ils vous acceptent là-bas tout. Ils vous donnent la nationalité très vite. Parce qu'ils s'intègrent. Eux, l'immigration choisie, ils préfèrent ça à celle qui leur est subie. Mais quand ils peuvent choisir, croyez-moi, ils vont rehausser leur niveau de ressources humaines et puis ils avancent. C'est nous-mêmes qui perdons. Donc, tout notre rôle, c'est que nos entreprises puissent offrir suffisamment de spectre d'activité pour que la formation aussi suive. Tu sais, vous allez former des gens qui vont aller se vendre ailleurs. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que on a vécu tellement de situations en Côte d'Ivoire. On produit l'ananas en Côte d'Ivoire. On était les États-Unis, avec la zone de Hawaï, étaient le premier producteur mondial d'ananas. Première industrie mondiale. La deuxième industrie était en Côte d'Ivoire. Deuxième. On était les deuxièmes au monde. Et puis loin devant tout le monde, les Thaïlandais sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont visité l'usine. Ils ont regardé notre régime fiscal. Ils sont partis chez eux. Ils se sont imposés des standards plus compétitifs que nous. On a disparu. Mais c'est à nos équipes dirigeantes d'avoir une veille économique suffisamment avertie pour éviter ce genre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais on a tellement de possibilités, mais attention, c'est un jeu qui est c'est une vraie bagarre. Je crois que les jeunes devraient plus exprimer leurs attentes. Parce que souvent, ils sont trop muets, ou bien dans le jeu. Mais s'ils n'expriment pas haut et fort leurs attentes, ils sont ignorés. Et plus d'implication des jeunes, naturellement dans la vie économique, c'est normal, mais dans la vie publique aussi. Vous voyez, on laisse trop souvent les anciens décider pour nous. C'est un problème en Afrique. C'est un problème en Côte d'Ivoire. C'est un problème en politique en Côte d'Ivoire. Quand je me présentais à la présidente de la Chambre de commerce, on s'est tellement moqué de moi. Un enfant comme toi, on presse son nez, c'est du lait qui sort. On m'a appelé à la chambre. On m'a dit non. Assieds-toi, rentre dans l'équipe avec nous. On va te former. Et demain, dans 5-10 ans, tu peux l'être. J'avais 37 ans. Mais je dis, mais moi je venais des États-Unis. J'ai commencé à travailler ici, je me battais dans un milieu d'affaires difficile. Quand j'ai quitté les États-Unis, Clinton était élu président à 41 ans, quelque chose comme ça. Tu me dis à moi que je suis un boss. Je dis, mais moi je ne parle pas de ça, je parle d'avoir un vrai débat, être une force de proposition critique devant l'État pour dire voilà comment on peut améliorer l'environnement des affaires et non pas me former pendant 10 ans
commencer par être élu avec vous, être secrétaire, vice-président, et puis éventuellement aller. Donc j'ai dit, je suis sorti du non. Moi j'étais venu en pensant que j'aurais une proposition plus constructive. Donc on est aux élections, je me bats. Et j'ai gagné. Et j'ai pu redynamiser la chambre de commerce et d'industrie que beaucoup ont vu. Mais pourquoi? Parce qu'un jeune a décidé un jour, ok, je veux être un acteur et non pas un spectateur. Il y a plusieurs façons d'être acteur. Plusieurs. Mais regardez autour de nous. Regardez nos partis politiques. Regardez tous ceux qui dirigent et la moyenne d'âge. Et faites la comparaison avec d'autres pays. Mais si ça marchait, on allait aller chercher des débats, Didier Léon et tout ça pour être des nationaux. Non. On ne peut pas faire du neuf et de la performance avec du vieux. Je suis désolé, c'est la vérité. Il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour tout. Vous ne pouvez pas moderniser alors que vous-même, moi, quand les enfants prennent le téléphone et ils font des choses avec, je dis waouh. Mais parce que c'est son monde. Mais, bon, on est exigeant hein, avec notre équipe nationale. Vous tous, vous êtes injustes. Moi, j'ai été président du CNSE. Il n'y a pas une période où j'ai plus souffert que ça. Parce qu'on a parcouru le monde. Coupe du monde en Allemagne, Coupe du monde en Afrique du Sud, Coupe d'Afrique au Ghana, en Angola et tout ça. Et on était éliminés en demi-finale et tout ça. Et ça faisait mal. Mais la réaction des supporters, je dis, mais arrêtez d'être aussi dur avec votre équipe nationale. Pourquoi vous n'êtes pas aussi exigeant avec les acteurs politiques? C'est vrai. Vous attendez qu'ils gagnent toujours. Mais soyez aussi exigeants avec eux. Et j'ai même dit, même, le pays qui a remporté le plus de coupes du monde, c'est le Brésil. C'est le pays qui a participé à toutes les coupes du monde depuis le début. Mais ça veut dire quoi? Il en a remporté 5. Il a perdu toutes les autres. Ça veut dire que c'est le pays qui a également le plus perdu. Mais il n'abandonne pas. Il s'en va, il se bat pour gagner. Nous, c'est un peu qu'on a insulté nos joueurs. Regardez dernièrement. On les a insultés parce qu'ils ont pris 4-0. Mais au final, ils ont gagné. Mais eux, au moins, ont gagné. D'accord, le politique, cette fois-ci, a joué son rôle, il a construit les stades, tout ça, d'accord, c'était une défaut. Mais soyez aussi exigeants avec les acteurs politiques. Et si ils sont performants, c'est parce qu'ils sont jeunes. Et ça, moi, j'aime en parler parce que ce sont, bon, c'est mon père avec ses équipes à l'époque, ils ont été, avec Roger Aulien, ils ont été à l'initiative de l'école Mimo Sifcom. Sifcom, c'est notre entreprise. On dit Mimo, c'est à sec, Mimo Sifcom, on a fait l'école de formation. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il faut former dans les pépinières très tôt les jeunes pour en faire des champions de demain. Et qu'on peut avoir une meilleure équipe en faisant comme ailleurs. Donc on a tout simplement recréé le concept sport-école. Le matin, ils sont en classe, l'après-midi, ils jouent. Ils ont un entraîneur, donc ils exportent l'étude. Et ça a donné quoi? Zézéto, Paki, Kolo, Yaya, Romari, Jevino, tout cela. Ils sortent de là-bas. Kadou, les frères Kadou,
Et ils ont gagné. Dès leur première sortie à sec en finale, on a enlevé l'équipe A et on a mis les genoux. Et ils ont pas fait ce que j'utilise. Terminé. Tout ça pour dire qu'on doit se préparer à. Si on n'est pas préparé, on sera perdant. Mais c'est la même chose en politique. C'est la même chose en politique. Moi, j'ai fait des classes exprès parce que je voulais apprendre. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire ici. Je voulais apprendre, voir comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne le gouvernement. Je sais quelles sont les forces et les lacunes du gouvernement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Me dites de même comment je peux corriger ça. Je sais comment je peux corriger ça. J'ai vu ce qu'est un conseil général, un conseil régional, et je peux vous parler de la décentralisation et vous dire si c'est bien fait, si c'est mal fait. Ça sert à rien d'aller prendre quelque chose où vous n'avez aucun moyen pour faire du développement. À part se tomber le torse et dire je suis élu. Donc ça, c'est payer les gens pour rien du tout. Il y en a beaucoup comme ça. Et vous le savez, vous payez, vous, plein d'acteurs qui ne font rien, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Tous ces beaux impôts, vous payez ça. J'étais président de la Chambre de commerce, conseiller économique et social, ministre, maire, député. Tout ça, le seul poste qui me manque, c'est le président de la République. On m'a invité pour voir le que je ne rencontrerai rien. Et il m'a dit il y a quelques jours, je voudrais que tu puisses échanger avec des entrepreneurs. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai fait ça pendant des années au niveau de la Chambre. J'ai appris avec les autres élus de la Chambre qui sont dans d'autres domaines d'activité. Et c'est ça qui fait que vous pouvez connaître l'économie de votre pays. Puisque vous êtes commerce, industrie, services, petites, moyennes et grandes entreprises ensemble. Et là, vous vous côtoyez. Et il y a ceux qui sont dans l'hôtellerie, dans le transport, dans la pêche, dans le commerce de détail, dans l'industrie. Et c'est tellement varié que vous finissez par connaître la Côte d'Ivoire économique. Merci pour le prix, ça me vient droit au cœur, mais je pense que c'est un prix que je donne également à toutes les équipes qui m'accompagnent en entreprise, mes frères et les autres salariés, les autres cadres. Mais c'est ce qui me permet, moi, de pouvoir faire autre chose, sinon je serais dedans matin, midi, soir. Je n'aurais pas pu faire autre chose. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des ressources humaines capables et valables. J'ai parlé avec mon cœur. Je vous ai dit, pour les jeunes, impliquez-vous plus, soyez plus exigeants. Autant on est exigeant avec notre équipe, il faut être exigeant envers nos dirigeants. C'est comme ça que les autres pays se développent. Ils sont revendicateurs, ils attendent de leurs leaders politiques, et nous sommes en droit d'exiger et d'attendre également de nos leaders politiques. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avait très bien commencé. Pour tout vous dire, en 1960-1980, la performance était tellement belle que la Côte d'Ivoire avait comme visée d'atteindre le niveau économique d'un pays comme le Portugal, qui n'était pas encore entré dans l'Union européenne, et c'était à notre portée. On était en 80-85 en droit d'atteindre l'autre niveau de développement qu'on appelait à l'époque les nouveaux pays industrialisés. Et pour diverses raisons, on a fait machine arrière, essentiellement politique et corruption, parce que malheureusement le président Oufoué vieillissant, il devenait moins exigeant, il contrôlait moins, et il y a eu ces délires-là. Mais pour vous dire, moi, Côte d'Ivoire en 1978, c'était peut-être la plus belle année de la Côte d'Ivoire. Moi j'étais à l'internat. Vous quittiez la Côte d'Ivoire pour aller en Angleterre, en Allemagne, en France, vous n'avez pas besoin de visa.
tous ces pays-là nous étaient ouverts. Comme aujourd'hui, les autres pays d'Asie n'ont pas besoin de visa parce qu'ils sont économiquement suffisamment viables. Parce que ces pays-là ne veulent pas que vous alliez et vous restez chez eux comme ça, au gré de visa touristique. Et là, la Côte d'Ivoire a été respectée. Mais pas besoin de visa. Moi, j'ai appris à patiner, patin à glace, ici à Côte d'Ivoire. Si bien que quand je suis arrivé en Europe, la première fois, on était sortis à l'internat, quand j'étais en seconde, là-bas après, on fait une sortie avec le lycée, on va à la patinoire, et tous mes copains français là ont commencé à rigoler en se disant « Pio va tomber, Pio va tomber ». Je patinais mieux qu'eux, parce que j'avais appris en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était la Côte d'Ivoire qui était en avance sur son temps. Je vous ai parlé de la Citrane. Pourquoi je vous ai parlé de la Citrane? Je vous ai dit, c'était la première compagnie maritime africaine. Donc, le commandant Yeo Alaman, commandant de bord, arrive à Amsterdam. Il descend de son... Il garde le navire avec les 45 membres d'équipage. Et il va à la capitainerie avec les papiers. Comme ici, les commandants de navire arrivent à la capitainerie avec les papiers pour signer, payer les taxes et tout ça. Il arrive à la capitainerie. Il franchit à peine le seuil, on le stoppe, on dit hey! C'est les capitaines, les commandants de navire qui viennent ici. Dites à votre commandant de venir, il ne peut pas vous envoyer. Il dit, mais je suis le commandant. Le patron se lève, il dit, c'est pas possible. C'est la première fois que moi je vois le noir commandant. Il dit, mais je suis avec mon navire, tout l'équipage est noir. Ils ont fermé les bureaux, ils sont allés visiter. Et ils sont mis avant, ils ont applaudi. En disant que c'est la première fois qu'ils voient arriver jusqu'à Amsterdam un navire commandé et affrété totalement par des Africains. Et ils les ont applaudis de tous. Et c'est ça qu'on a laissé disparaître. Un pays ne recule pas, il doit avancer. On ne peut pas être arrivé là et puis avoir perdu ça. On ne peut pas avoir eu le train, le bélier et la gazelle avec toutes les classes, première classe, deuxième classe, wagon, restaurant et tout ça, et voir ça disparaître par des mauvais choix, par la corruption, alors qu'on était en droit de basculer à l'autre niveau de développement. Et c'est ça qui nous attend demain. Mais pour ça, il faut faire les bons choix. Merci.